Bonjour, alors nous voici avec une nouvelle série de vidéos sur les fonctions trigonométriques. On commence avec le cercle trigonométrique, plus tard on fera des équations avec les fonctions trigonométriques. Alors pour tout de suite, on commence avec les radians. Alors les radians, c'est une nouvelle façon de mesurer un angle. Donc vous êtes habitué au degré. Là, on travaille avec les radians. Alors qu'est-ce qu'un radian? La valeur d'un radian, c'est la grandeur d'un angle quand le rayon a une mesure équivalente à l'arc de cercle. Donc la mesure de l'angle au centre mesure 1 radian quand le rayon et l'arc de cercle ont une longueur équivalente. Dans un cercle, il y a 360 degrés, comme vous le savez, et ça équivaut à 2 pi radians. Donc, quel est l'angle total d'un cercle? C'est 2 pi radians. Donc, pi étant 3,14, donc c'est environ 6,28 radians que nous avons dans un cercle au complet. Quelques petites choses intéressantes à savoir. Parfois, quand on vous donne la valeur d'un angle, par exemple l'angle θ ici, on vous dit il est égal à 5 pi. Quand on ne vous donne pas d'unité, ça veut dire que c'est des radians. Des fois, on va écrire radians, mais parfois, on ne mettra rien et ça voudrait dire qu'il y a des radians, que ce sont des radians. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire 5 pi radians? Donc 5 pi radians, comme le maximum pour tout un cercle au complet, c'est 360 degrés, c'est-à-dire 2 pi radians. Qu'est-ce qui se passe si on a un angle de 5 pi radians? Donc ça veut dire que l'angle représente la rotation, une rotation d'une valeur de 5 pi. Donc par exemple, 5 pi ici, je vais faire d'abord un premier tour de 2 pi, puis un deuxième de 2 pi, puis un dernier demi-tour de pi. Voilà comment on représenterait un angle de 5 pi radians, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs tours. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on représente un angle de moins pi sur 2, par exemple? Quand l'angle est négatif, on va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens horaire, et pi sur 2, donc représente, on sait que 2 pi c'est 360, donc pi ça va être la moitié, donc c'est la moitié du cercle, donc pi sur 2 c'est le quart du cercle. On va avoir la chance de voir plusieurs exemples. Donc pour résumer, quand l'angle θ est positif, et ça vaut aussi pour les degrés, mais là j'ai mis des exemples en radians parce qu'on est en train de s'habituer aux radians. Quand l'angle est positif, ça veut dire qu'on va toujours partir ici du premier cadran, l'axe des X au niveau du premier cadran, et on va tourner dans le sens anti-horaire pour trouver notre angle au complet. Donc par exemple, tout à l'heure, j'ai fait 5 pi radians et j'ai tourné dans le sens anti-horaire. Par contre, quand l'angle est négatif, ça veut dire on part toujours ici de l'axe des X au niveau du premier cadran, et quand l'angle est négatif, on va tourner dans le sens horaire. Maintenant, le cercle trigonométrique comme tel. Donc pour toute l'unité, tout le chapitre sur les fonctions trigonométriques, le cercle trigonométrique est vraiment important et il est fortement suggéré d'apprendre les fameux points remarquables par cœur. Donc on va commencer à expliquer ce que c'est. Le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Donc c'est sa définition. Le rayon est 1. Et on est intéressé, vous allez voir pourquoi il est intéressant, c'est parce que quand on regarde les coordonnées d'un point quelconque sur le cercle, donc si je cherche les coordonnées, donc ici j'ai mon triangle avec mon angle droit, donc je peux utiliser SOHCAHTOA pour calculer les coordonnées. On voit que le coordonné en X
va être ici la longueur x ici, et le coordonné du point P en y va être la valeur y ici. Donc si je cherche les coordonnées, je sais que cosinus θ est égal à adjacent sur hypoténuse. Mon adjacent de l'angle θ ici, c'est x. Et l'hypoténuse, comme le rayon est 1, d'où l'idée, d'où l'intérêt, je me retrouve à diviser par 1. Donc en fait, je peux dire que le coordonné du point P en x est cos θ. Et de la même façon ici, si je fais sin θ, c'est opposé sur hypoténuse, donc y divisé par 1, donc le coordonné du point P en y me donne bien sin θ. Donc voici mes deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée du point P, de n'importe quel point P, n'est-ce pas, sur l'angle, sur le cercle trigonométrique. Maintenant, on va s'intéresser à certains points qu'on appelle les points remarquables. Pourquoi c'est des points remarquables? Parce qu'on peut trouver la valeur de leurs coordonnées de façon exacte, d'accord? Et aussi parce que c'est des angles qu'on connaît, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés, etc. C'est des angles qui sont souvent utilisés. Donc, je vais commencer avec le premier qui est pi sur 4 ou 45 degrés. Maintenant, je sais que si je cherche les coordonnées dans le cercle trigonométrique, on n'oublie pas de rayon 1, de pi sur 4. Donc, je vais faire en x cosinus de pi sur 4 ou cosinus de 45 degrés, ce qui me donne valeur exacte valeur exacte, c'est racine de 2 sur 2. Et pour sinus, où la valeur en y, c'est sinus de pi sur 4 ou sinus de 45 degrés, ça nous donne la même chose, c'est racine de 2 sur 2. Ça va? Donc ça, c'est pour le premier point remarquable qui est pi sur 4. Faisons le prochain qui est pi sur 6. Pi sur 6, c'est aussi 30 degrés. Si je calcule les valeurs de cos pi sur 6 et sin pi sur 6, ça me donne les coordonnées du point qui est situé à un angle de pi sur 6. Je continue maintenant. Mon prochain angle est pi sur 3, soit 60 degrés. Et si je calcule le sinus et le cosinus, ça me donne une demi et racine de 3 sur 2. Donc voilà, 3 points remarquables vraiment les plus importants. Les plus importants, on va voir aussi plus tard quand θ est 0 ou quand θ est 90, etc. Mais ceux qui sont ici dans le premier cadran, on s'intéresse à ces 3 points-là. Mais on va être capable vraiment facilement de les transférer au deuxième cadran, au troisième cadran et au quatrième cadran. Comment on va faire? On va le faire par symétrie. Donc, si je commence par le premier point qui est pi sur 4, si je vais par symétrie, je trace des lignes ici, d'accord? Je remarque que les coordonnées vont être les mêmes, sauf pour ce qui est des signes. On voit que dans le premier cadran, les signes sont tous les deux positifs. Dans le deuxième cadran, c'est négatif et positif pour les coordonnées. Le troisième cadran, ils sont tous les deux négatifs. Et le quatrième cadran, ils sont positifs et négatifs. Donc en fait, vous voyez que je retrouve super facilement mes autres points en changeant simplement les signes. Donc, comme ici, le premier point était pi sur 4, le prochain point en face, j'ai 3 pi sur 4, c'est 3 quarts de pi. On n'oublie pas que pi, c'est la moitié du cercle, d'accord? Ensuite, une fois que j'ai la moitié du cercle, c'est combien de quarts? C'est 4 quarts, donc c'est 4 pi sur 4. Si j'ajoute un autre quart ici, j'ai 5 pi sur 4. Puis 2 quarts de plus, 2 quarts de cercle de plus, 2 quarts de pi, de plus, et je me retrouve avec 7 pi sur 4 ici. Donc, voilà comment je peux retrouver facilement ces 3 autres points.
On va faire la même chose pour pi sur 6. Donc, c'est exactement la même chose. Les coordonnées sont les mêmes, sauf pour les signes. Et également pour pi sur 3. Donc, voilà notre cercle trigonométrique. Il nous reste les 4 points les plus importants peut-être, c'est-à-dire les points qui interceptent les axes et le cercle. Donc, on commence ici quand l'angle θ est 0, donc P de 0, quand l'angle θ est 0, c'est 1, parce que le rayon est 1, puis 0. Maintenant, je monte ici en haut et je vois que P de pi sur 2, c'est 0 et 1. On n'oublie pas que le rayon est 1. P de pi, c'est-à-dire les coordonnées du point P à l'angle pi, sont moins et 0. Et ici en bas, quand on a un angle de 3pi sur 2, donc 3 fois pi sur 2, on se retrouve avec un coordonné en x de 0 et en y de moins 1. Donc voilà, c'était le cercle trigonométrique. Je vais le transporter avec nous jusqu'à la prochaine page, parce que c'est à partir du cercle trigonométrique qu'on va comprendre la fonction sinus, la fonction cosinus et la fonction tangente. Donc, je le garde ici à droite. Il y a beaucoup d'informations dedans, mais on l'a tout vu en détail à la diapo précédente. Je prends pour acquis que vous ne le savez pas encore par cœur, donc il faut qu'on le garde avec nous. Donc, on commence maintenant vraiment dans le cœur du sujet. Donc, les 2 premières diapos que je vous ai montrées, c'était vraiment pour vous amener là à comprendre qu'est-ce que la fonction sinus et qu'est-ce que la fonction cosinus ainsi que la fonction tangente. Donc, on va commencer tout de suite avec la fonction sinus. F de x égale sinus x. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici exactement quand on regarde f de x égale sinus x? On veut comprendre quelle est la variation, d'accord, de sinus x, c'est quoi exactement? Sinus x, c'est l'ordonnée du point, d'accord? Donc, chaque ordonnée du point, on veut savoir comment il varie en fonction de l'angle. Donc ici, quand je trace ma fonction sinus x, en x ici, ce que je veux dire en x ici, c'est l'angle en radian. Donc quand x égale 0, ça veut dire que mon angle ici est 0, par exemple. Ensuite, en y, comme c'est la fonction sinus x, en y ici, ce qui m'intéresse, c'est la variation du point de l'ordonnée du point P qui se promène comme ça autour du cercle trigonométrique. Donc, on va aussi le comprendre, on va faire un point à la fois. Donc, je commence tout de suite par mon premier point, qui est le point 0. Donc, quand mon angle ici est 0, quelle est l'ordonnée du point? Eh bien, c'est 0. Donc, mon premier point, il est ici, c'est 0, 0. Mon deuxième point, je ne vais pas prendre tous les points du cercle, je vais juste prendre les 4 points à 90 degrés, 190 degrés, 180, etc. Donc, mon prochain point, c'est pi sur 2 ici. Donc, quand mon angle est pi sur 2 en x, quelle est la valeur de sinus x? On n'oublie pas, hein, dans le cercle trigonométrique de rayon 1, l'ordonnée est égale à sinus x. Donc, c'est ce qu'on cherche ici. Le y, c'est l'ordonnée du point P, donc c'est sinus x. L'ordonnée est 1. Donc ici, je peux écrire mon prochain point pour pi sur 2, c'est 1. Et ainsi de suite. Pour pi, quand mon angle est pi, ici, la valeur de pi, le sinus est 0. Donc on retourne à 0. Ensuite, à 3 pi sur 2, le sinus est moins 1. Et à 2 pi, 2 pi c'est le tour complet. Donc en fait, on revient P de 0
c'est comme P de 2pi, parce que on a fait un tour complet. Donc, c'est encore 0. Et c'est là que je peux tracer ma fonction sinus. Je pense que vous en avez un petit peu entendu parler, vous vous attendiez un peu à cette forme-là. Donc, c'est une fonction qui est cyclique. Donc, comme ensuite, si j'allais chercher les points suivants, tout ce que je ferais, c'est de faire d'autres tours. Et donc, j'aurai exactement la même fonction, le même dessin, mais plus loin. Donc, je peux continuer à tracer ma fonction comme ça. Maintenant, nous allons regarder pour la fonction cosinus. Donc, on va faire la même chose, mais ici, cette fois-ci, on s'intéresse au cosinus, donc à l'abscisse de chaque point P qui se promène autour du cercle trigonométrique. Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus vite ici. Si je regarde, on va regarder le premier point. Donc, très important le premier point. Quand l'angle est 0, on n'oublie pas en x, c'est notre angle. Quand l'angle est 0, quelle est la valeur de l'abscisse du point P? Donc, la valeur en x du point P, on le voit ici, c'est 1. Donc, d'où mon point à 0, 1. Et je continue comme ça, je peux tracer mes autres points. À pi sur 2, c'est 0. À pi, c'est moins 1. Et à 3 pi sur 2, c'est encore 0. Et à 2 pi, on revient ici, c'est encore 1. Et voilà ma fonction cosinus qui est tracée ici. Évidemment, on peut faire d'autres tours, des tours avant, des tours après. Et on se retrouve avec une fonction qui, en fait, va de l'infini, moins l'infini à plus l'infini. Il y a quelque chose d'intéressant avec la fonction sinus et la fonction cosinus, c'est qu'en fait, c'est la même fonction. C'est comme un peu une famille de fonctions, c'est-à-dire qu'on pourra toujours représenter une fonction sinus en fonction d'une fonction cosinus et l'inverse. Donc, on peut toujours... elle représente en fait la même fonction, mais seulement décalée ou avec un déphasage de pi sur 2. C'est pour ça que on a un nom pour les nommer ensemble. On les appelle des fonctions sinusoïdales. Donc, quand on parle d'une fonction sinusoïdale, on parle soit d'un sinus, soit d'un cosinus. La fonction tangente maintenant. Alors, la fonction tangente, est-ce que vous vous souvenez que tangente est égale à sinus sur cosinus? Donc, on va prendre en fait les coordonnées des points et on va diviser sinus par cosinus pour trouver les valeurs et tracer notre graphique. Donc, si on prend le premier point ici, donc le premier point à 0, si je fais sinus sur cosinus, donc 0 divisé par 1, ça me donne 0. Donc, mon premier point est bien ici à 0. Si je veux prendre un deuxième point à pi sur 4, je vois qu'ici, à pi sur 4, les coordonnées sont identiques. Donc, si je divise sinus sur cosinus, donc racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, ça va bien me donner 1. Donc, à pi sur 4, à l'angle pi sur 4, la tangente est 1. Je rencontre un petit problème. Si je veux aller maintenant de l'autre côté, à moins pi sur 4. Donc, vous n'oubliez pas, je ne veux pas que vous rencontriez ce problème. Moins pi sur 4, ça veut dire qu'on va dans le sens horaire. Donc, en fait, ici, quand je regarde moins pi sur 4, ici, en fait, c'est l'angle ici et c'est racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. D'accord? Et ça me donne moins 1, d'où le point ici. À moins pi sur 4, j'obtiens moins 1. Par contre, si je vais à moins pi sur 2, qui est ici, qui est équivalent à 3 pi sur 2, ou en haut à pi sur 2, j'ai un petit problème. Parce que si je divise sinus par cosinus, je me retrouve à diviser par 0.
Et on sait que diviser par 0, c'est la bête noire, c'est absolument interdit en mathématiques. Donc la fonction n'existe pas quand on divise par 0. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des asymptotes, c'est-à-dire que la fonction n'est pas définie pour moins pi sur 2 ici et plus pi sur 2. Donc si je trace ma fonction, je pourrais faire plus de points, mais on n'a pas le temps ici. Je me retrouve avec une fonction qui a cette allure. Et elle est aussi cyclique, d'accord? Donc, elle est cyclique tous les pi. Et je peux continuer à la tracer ici. Et voilà de quoi a l'air la fonction tangente à l'infini. Donc, on remarque que, contrairement à la fonction sinus et cosinus, vous voyez ici, la fonction sinus, un cycle entier, donc un dessin entier de la fonction se déroule en 2π quand on fait un tour au complet. C'est pareil pour la fonction cosinus ici. Donc le dessin complet, ça nous donne 2π, soit un tour. Tandis que pour tangente, un cycle ou une période est égal à, ici vous voyez, ça va de moins pi sur 2 à pi sur 2, donc c'est égal à pi. Donc voilà pour le cercle trigonométrique et la fonction sinus et cosinus, ainsi que la fonction tangente. Tout ça en fait est une introduction pour les 2 prochaines vidéos qui vont vous apprendre à tracer des fonctions sinus, cosinus et également à résoudre des équations trigonométriques. Donc merci pour votre écoute et je vous souhaite de bonnes chances avec vos exercices.